Alors, ici, vous voyez donc sur cet exercice-là, donc on vous donne de calculer le champ. Bon, l'objectif c'est de trouver le champ créé par un plan infini, d'accord? Alors, on considère une nappe infinie incluse dans un plan x ou y chargé uniformément avec une densité surfacique. Donc, en fait, on a un plan comme ça, d'accord, chargé avec une densité, on vous dit sigma uniforme. Donc, en haut, sigma la uniforme. Et on vous dit que le plan il est inclus dans le plan X ou Y, cette nappe-là. C'est-à-dire, on va prendre par exemple ici X, Y et Z. D'accord? Donc la nappe elle est incluse au niveau du plan OXY. D'accord? Donc c'est la nappe qui est chargée avec une densité surfacique sigma. La première question, on vous demande, en appliquant des règles de symétrie et d'invariance, établir la forme du champ. Donc ici, puisqu'on a, on a une distribution qui est dans un plan, d'accord? La forme du champ général, on va travailler avec quel type de coordonnées? Cartésien. Donc on va dire que le champ, il a une composante EX qui va dépendre de x, y, z, qui dépend de x, y, z suivant EX, plus une composante EY qui dépend de x, de y et de z suivant EY, plus une composante EZ qui dépend de x, y, z qui est suivant EZ. C'est ça la forme générale du champ. D'accord? Après, l'étude de la symétrie va nous donner la direction. L'étude des invariances vont réduire les variables. Alors, puisqu'on vous dit ici que la nappe elle est infinie, donc, quelle est l'invariance qu'on a? Les invariances qu'on a. La nappe elle est infinie. Donc, je répète, le principe de l'invariance, on prend un observateur fixe. Imaginez que vous avez ici un observateur, vous le positionnez dans n'importe quelle position que vous voulez. Il est en train de voir la distribution. L'observateur fixe, il est fixe, il voit la distribution. Alors, ce qu'on va faire sur la distribution, puisqu'on travaille avec les coordonnées cartésiennes, on va essayer de faire des transformations selon les trois variables. Alors, puisqu'on a x, y, z, donc on va faire une translation suivant x, dans ce sens-là. Alors, si je bouge la nappe suivant x, la nappe elle est infinie. Est-ce que l'observateur va remarquer un changement? Non, voilà, parce que la nappe elle est infinie. Donc, on a une invariance suivant x, pareil suivant y. Si je bouge, ça veut dire je fais une translation de la nappe suivant y, l'observateur il ne va rien remarquer. D'accord? Par contre, si je fais un mouvement suivant z, il va voir un changement. Il va dire que j'ai vu que la nappe elle est à ce niveau-là, maintenant elle est à ce niveau, par exemple. D'accord? C'est-à-dire il va remarquer un changement. Donc ça veut dire que l'étude des invariances maintenant, il nous dit que on a une invariance suivant x, suivant y, ça veut dire le champ, ça veut dire que la distribution elle est invariante, on a une propriété dans le cours, ça veut dire que le champ il est invariant aussi, c'est-à-dire que le champ il ne va pas dépendre ni de x, ni de y, ça veut dire qu'on va éliminer x et y, ça veut dire les composantes, elles vont dépendre seulement de z, d'accord? C'est ça l'utilité de l'invariance, d'accord? Maintenant, la symétrie. Donc la symétrie, ici, on vous dit qu'on veut avoir le champ au niveau d'un point M quelconque dans l'espace. Je prends n'importe quel point M dans l'espace et je veux savoir la direction du champ. Donc je dois imaginer les plans que j'ai de symétrie. Alors quels sont les plans de symétrie à votre avis qu'on a? Voilà, déjà, quand on parle de plan de symétrie, par rapport au point M, le point M doit appartenir à ce plan-là. D'accord? Ça veut dire le plan de symétrie doit contenir le point M. Donc, je signale encore une fois, symétrie, entre parenthèses, M doit appartenir au plan de symétrie. D'accord? Plan de symétrie P, par exemple. Alors, si je prends le plan qui passe par M, passe par M et qui est, voilà, par exemple, ce plan-là. Comment il est ce plan-là?
Il passe par M et perpendiculaire au plan de la distribution. Comment il est? Hein? Pourquoi c'est un plan de symétrie? Hein? Antisymétrie? Est-ce que c'est un plan d'antisymétrie? Pourquoi? Non, on ne parle pas d'intersection ici. On veut montrer déjà est-ce que le plan est un plan de symétrie. Premièrement, on a dit, est-ce un plan de symétrie géométrique ou non? Mademoiselle, c'est un plan de symétrie géométrique ou non? Ce plan-là, à deux plans. Est-ce que c'est un plan de symétrie géométrique? Oui, pourquoi? Parce que la nappe, elle est infinie. D'accord? Et la nappe, elle est infinie. Si la nappe n'est pas infinie, si elle est, par exemple, ce rectangle-là, qui est limité, à ce moment-là, ce n'est pas un plan de symétrie géométrique. Mais puisque la nappe est infinie, ça veut dire n'importe quel point dans l'espace. Donc quand tu vas couper le plan, tu vas le couper en deux points symétriques. Ça veut dire que chaque point que je prends par exemple au niveau de la distribution, je vais trouver son élément symétrique, car le plan il est infini. Si je prends ce point P, je vais trouver un point P' symétrique par rapport à ce plan et qui appartient à la distribution. Parce que le plan il est infini. Si le plan il est fini, à ce moment-là, je ne peux pas dire que c'est un plan de symétrie. D'accord? Alors ça, d'une part, plan de symétrie géométrique. Est-ce que c'est un plan de symétrie de charge? Oui, parce que j'ai une densité uniforme au niveau de la surface. Et la surface cool, là, elle est uniforme. Pour ça, on a dit que normalement, voilà, ici, uniformément chargé. Ici, on a dit que la nappe est uniformément chargée. D'accord? Je prends un autre plan, comme ça. Passe par M bien sûr et qui est perpendiculaire. Comment est ce plan là? C'est un plan de symétrie aussi, d'accord? Il est perpendiculaire et il coupe la nappe en deux. Alors vous voyez que n'importe quel plan qui passe par M et qui est perpendiculaire, c'est un plan de symétrie, d'accord? Alors nous, pour avoir la direction, il suffit d'avoir deux plans de symétrie. D'accord? Alors, soit vous pouvez dire, par exemple, deux plans qui passent par un perpendiculaire est un plan de symétrie, ou bien vous pouvez prendre, comme cas particulier, vous prenez par exemple le plan M EX EZ, c'est pas Y, EZ. D'accord? MEX EZ. MEX EY, attention. C'est un plan qui passe par M et qui est parallèle à la distribution. Donc, et le plan M, EY par exemple, EZ. Donc, le champ, d'abord, le point M appartient à des deux plans, n'est-ce pas? Le point M, d'ailleurs, vous voyez, il appartient à ce plan et il appartient aussi à ce plan. Donc, le champ, il appartient à l'intersection. Donc, il appartient des deux plans. Donc, il appartient à l'intersection. L'intersection, elle est suivante EZ, n'est-ce pas? Donc, on va déduire que le champ, il est donc le E de M appartient à l'intersection. On va appeler ça par exemple P1 et ça P2. Donc M appartient le plan P ici. Je répète, que ce soit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Comment je vais revenir? J'ai touché le zoom, CTRL Z. Vous avez une idée comment on va... Échappe. Oui, c'est bon, échappe. Alors, j'ai dit ici, bon, soit P2, soit P1. D'accord? Que ce soit P1 ou bien P2. Donc le point M doit appartenir au plan de symétrie. Donc il appartient à ce plan, il appartient à ce plan. Donc le champ appartient à P1 inter P2. L'intersection des deux plans. Cette intersection est égale à M EZ, n'est-ce pas? M dirigé par Z, donc c'est l'axe EZ.
Donc on déduit quoi? On déduit que le champ est suivant EZ. Voilà. Alors ça veut dire que maintenant ça veut dire quoi? Que la symétrie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé, donc il nous a donné une direction. Ça veut dire qu'il a éliminé la direction suivant EX, donc tout ça elle est nulle. D'accord? EY aussi, elle est nulle. D'accord? Elle reste seulement la composante suivant Z et qui dépend de Z. Ça veut dire que finalement, le champ égale voilà, égale à bon, on va l'appeler E comme ça. Et l'énoncé ils ont donné E, mais vous pouvez ajouter l'indice, c'est pas grave. Donc E de Z, E qui dépend seulement de Z, c'est vrai, c'est la composante suivant Z, suivant EZ. D'accord? C'est ça l'expression maintenant, c'est ça la forme du champ. C'est clair? Donc la forme du champ, on l'obtient à partir de l'étude des invariances et de la symétrie. D'accord? C'est la même démarche qu'on fait en général pour les autres cas. D'accord? Alors maintenant, on vous demande de comparer E de Z et E de moins Z. Alors c'est quoi le Z et le moins Z, à votre avis? Deux points symétriques. Alors comparons E de Z et E de moins Z. On remarque déjà que on doit comprendre E de Z et E de moins Z. Ce sont deux points symétriques. Points symétriques par rapport au plan OXY. D'accord? C'est-à-dire, si je prends par exemple, alors si je prends, voilà, la distribution, alors, toujours l'exemple de la distribution, la nappe infinie, je vais prendre deux points symétriques. Alors deux points symétriques, le point par exemple ici M, et le point M'. D'accord? Donc le point M est là le Z, n'est-ce pas? Et le point M', alors, et là le Z', dans ce cas-là, Z' du point M', c'est moins Z. D'accord? Car le point M maintenant est identifié par le Z et parce que le champ dépend seulement de Z. D'accord? C'est pour ça qu'on s'intéresse à Z. D'accord? Alors, comment on va comparer ça à votre avis? Puisque, oui, oui, oui. Donc, on va utiliser la propriété de symétrie, mais quel plan de symétrie? Puisque les deux points sont symétriques par rapport à X ou Y, ce n'est pas les autres plans que nous avons vus. Donc, ce plan-là de la nappe, c'est le plan X ou Y. C'est le plan de la nappe. Donc on doit voir déjà ce plan-là. Comment il est ce plan? Pourquoi? Oui, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Oui. Donc en général, chaque plan qui contient la distribution, un fil, le plan qui contient le fil est un plan de symétrie. Le disque, le plan qui contient le disque est un plan de symétrie. On a une sphère circulaire, le plan qui contient la sphère est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que chaque élément, sans symétrie, c'est lui-même. D'accord? Donc le plan XY est un plan de symétrie. Bien sûr, symétrie géométrique, car chaque point, son symétrie c'est lui-même, est un plan de symétrie de distribution parce que chaque élément de charge, son symétrique, c'est lui-même. C'est le même élément de charge. Donc c'est un plan de symétrie de la distribution. Alors, puisque c'est un plan de symétrie de la distribution, voilà. Non, plan de symétrie du champ. Plan de symétrie de la distribution de charge. C'est, quand je dis distribution, je parle de charge. C'est un plan de symétrie de la distribution de charge. D'accord? C'est la distribution ici de charge. Donc c'est un plan du champ. Donc on va dire que c'est un plan de symétrie du champ. Voilà. Ça veut dire quoi plan de symétrie du champ? Ça veut dire que le champ
au niveau du point M' est égal aux symétries, au vecteur symétrie. C'est égal au vecteur symétrie de E de M. Bien sûr, symétrie par rapport à X ou Y, plan X ou Y. D'accord? Donc, bien sûr, on sait très bien que le point M', c'est la symétrie du point M, pardon, du point M, c'est pas du point M', du point, symétrie du point M par rapport au plan X ou Y. Par rapport au plan X ou Y. Alors, puisque le plan X ou Y est un plan de symétrie du champ, donc le champ au niveau du point M' est égal aux symétries du point du champ au niveau du point M. D'accord? Voilà. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Alors, je vais revenir ici. J'ai le point M ici. Je sais que le champ est suivant Z. Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est quoi? C'est le champ au niveau du point M. Car comment je sais ça? C'est à partir de la forme qu'on vient de montrer. D'accord? Le champ est suivant Z. Donc, si je prends un point symétrique M', la propriété me dit que le champ au niveau du point M', c'est la symétrie de ce champ. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer le vecteur symétrique. Première chose, je vais tracer, je vais dire, à des vecteurs, c'est quoi symétrie d'ILO par rapport à X ou Y? Voilà, c'est un vecteur, toujours vecteur, essayez de voir vecteur un miroir. Donc si je vois ce vecteur-là dans un miroir, son symétrie, c'est ça. Donc à deux vecteurs là, c'est symétrie de E de M. Je trace le vecteur symétrique de E de M. D'accord? Maintenant, la propriété me dit que le champ au niveau du point M' est égal à ce vecteur-là. D'accord? Ça veut dire, moi, je cherche le vecteur au niveau du point M'. Donc, la propriété me dit que c'est égal, c'est le même vecteur. C'est le même vecteur. D'accord? C'est le champ au niveau du point M'. C'est le même vecteur. Maintenant, si par exemple le plan X ou Y est un plan d'antisymétrie, ça va être égal à moins symétrie. Donc si vous trouvez que le plan est un plan d'antisymétrie, le vecteur E de M' va être vers le haut, va être moins. D'accord? Alors, maintenant, on déduit que le champ E de M', puisque le champ est suivant la direction Z et la direction elle est perpendiculaire, on déduit que le champ au niveau du point M' est égal à moins le champ EM. D'accord? C'est graphiquement qu'on a déduit ça. Bien sûr, géométriquement, parce que le champ est suivant Z. D'accord? La propriété de la symétrie du plan X ou Y nous dit que le champ est égal aux symétries du champ au niveau du point M. C'est ce qu'on a appliqué ici. D'accord? Et géométriquement, on trouve finalement que E de M', donc finalement, E de M' est égal à moins E de M. D'accord? C'est-à-dire, E de M', c'est quoi? C'est E de Z' est égal, E de Z' suivant EZ est égal à moins E de Z suivant EZ. D'accord? Je simplifie avec EZ et je sais que Z' est égal à moins Z, ça veut dire que donc ça va nous donner que E de moins Z est égal à moins E de Z. Donc c'est une fonction qui est impaire. D'accord? Donc il suffit d'utiliser seulement le champ pour le Z positif. Après le Z négatif, on va déduire. D'accord? Alors ça c'est pour la comparaison, pour la deuxième question. Troisième question maintenant. Troisième question. Déterminer l'expression de E de Z. Voilà, maintenant comment on va déterminer E de Z? Voilà, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc E de Z. Donc bien sûr, on va supposer que le Z est positif. On va traiter les cas des Z qui sont positifs. D'accord?
Alors, pour appliquer le théorème de Gauss, c'est quoi notre point de départ? C'est, déjà, on va essayer de voir le champ. Comment il est défini? Donc, le champ, on a dit que le champ au point M égale E de Z. Je ne sais pas pourquoi ici. Est égal à E de Z. Voilà, E de Z suivant EZ. Ça veut dire, pardon, ça veut dire que le champ dépend de Z et il est suivant EZ. D'accord? C'est ça qui va nous donner comment on va penser à choisir la surface de Gauss. Premièrement, ce qu'on fait en général, on essaie d'imaginer le champ. Je prends la nappe, voilà. Je dis que si je prends n'importe quel point M dans l'espace, alors le champ, il est suivant Z. Et il dépend de la distance Z. Il dépend de Z. Donc je dois penser à une surface, j'ai le point M ici. Je dois penser à une surface qui va me garantir que D2S de cette surface-là soit collinéaire et le champ, il est constant. D'accord? Toujours, on essaie de commencer comme ça. De dire, c'est quoi la surface qui va... Ne pensez pas à fermer la surface. D'accord? C'est pour que la surface soit ouverte, mais c'est après que vous allez penser à la fermer. D'accord? Vous commencez déjà à dire quelle est la surface qui va me garantir que le D2S de la surface soit collinéaire et le champ constant. Le champ constant, ça veut dire que je dois garder le même Z. C'est-à-dire que j'ai le point M ici, je dois penser à ce que la surface a la même hauteur déjà. C'est-à-dire que je dois penser à une surface qui a la même hauteur. Vous me donnez un exemple d'une surface qui va me garantir la même hauteur. Oui? Non, cylindre, on n'a pas encore arrivé au cylindre. D'abord, on pense à une surface. À une surface. C'est-à-dire que ce n'est pas une surface. Alors, quelles sont les surfaces que vous pouvez imaginer qui vont garantir ça? Oui, quelqu'un de vous, il a dit le disque. Oui, c'est juste. C'est-à-dire, on va prendre un disque comme ça. Je sais que je garantis sur n'importe quel point que je prends sur le disque, je garantis la même distance par rapport au plan, le même Z. D'accord? C'est-à-dire que ici, j'ai la même distance Z. Oui. Une surface pareille qui passe pareil. Oui, exact. Vous me donnez une surface. Voilà une autre surface. Un carré, oui. Une surface d'un carré, par exemple. C'est valable aussi, comme ça. Ça vérifie la condition aussi. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un de vous qui peut dire je prends un triangle. Hein? Rectangle, oui. Vous pouvez prendre un rectangle. Oui. Donc, toutes ces imaginations-là de la surface, cette imagination-là, ça garantit qu'on a la même hauteur Z, d'accord, le même Z, d'accord. C'est-à-dire que le champ sur la surface, il est le même, d'accord. Et D2S, il est collinéaire. C'est quoi D2S? C'est le vecteur élément de la surface. Vecteur élément de la surface, ça veut dire que il est perpendiculaire. Alors, puisque la surface n'est pas encore fermée, on ne sait pas le sens.
D'accord? Car le sens, pour une surface fermée, elle est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Mais on va dire que ça, on va dire que ça va être comme ça, car on va prendre une surface qui va s'orienter vers ce sens-là. Moi, si je prends ça, c'est D2S, qu'est-ce que je vois? Je vois que le champ, il est collinéaire avec D2S. C'est pas? N'importe quelle surface que je prends ici, le D2S, il est collinéaire avec le champ. D'accord? Voilà, très bien. Donc ici, pour cette surface, pour cet élément de surface, c'est bien. Donc le champ, il est collinéaire, le champ, il est constant. Mais, problème de cette surface-là, qu'elle n'est pas fermée. Quand on dit surface de Gauss, quand on dit théorème de Gauss, alors le flux sur une surface fermée de E D2S. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai pris seulement une partie. Donc, je dois penser à fermer la surface. Donc, et comment je vais fermer la surface? Donc, je vais imaginer une surface qui va me faciliter les calculs. D'accord? Alors, si je prends maintenant le disque, comme ça. Vous pouvez prendre, par exemple, la forme comme ça. C'est une surface qui est fermée, c'est... D'accord? D'accord? Mais le problème de cette surface-là, comment elle est D2S sur les autres surfaces? D2S ici, maintenant, on a dit qu'on a K, ici, va être comme ça, ici va être comme ça, ici va être comme ça. D'accord? Et une autre chose, c'est que le Z ici, il change. Le Z, c'est pas le même Z. Donc, puisque ce n'est pas le même Z, on doit penser directement à ce que la surface soit perpendiculaire au champ. D'accord? C'est-à-dire l'élément de surface, on doit penser que cet élément de surface doit être perpendiculaire. D'accord? Alors, pour les gens qui ont pris le disque, comment ils vont compléter? Par un cylindre, exactement. C'est-à-dire ils vont compléter comme ça, par un cylindre. Voilà. On sait que le D2S pour la surface latérale, il est comme ça. D'accord? Et dans ce cas-là, le champ il est suivant Z. Et dans cette surface-là, le champ il est perpendiculaire à D2S. Donc sur la surface latérale, on sait que le produit scalaire il est nul. D'accord? Maintenant, pour le carré. On va voir. C'est pas un. Bon, on va continuer le cube, mais c'est pas un cube, d'accord? On va voir pourquoi. Si vous dites un cube, ça veut dire qu'on va s'arrêter sur les mêmes dimensions du carré. D'accord? Ça va être un parallélépipède, on va voir. Parce que où je vais fermer la surface, j'ai un problème de Z. Est-ce que je vais s'arrêter là? Je vais s'arrêter là? Je vais s'arrêter là? Je vais avoir un double inconnu. Mais, vous voyez très bien, la deuxième question, on a donné de comparer E de Z et E de moins Z. Donc, je vais penser à fermer la surface au niveau de moins Z. Parce que je vais avoir une information, elle est le champ. Mais je ne vais pas avoir deux inconnus de champ. Je vais avoir un seul inconnu. Donc, ça veut dire que je vais fermer la surface au niveau d'un point symétrique. Ça veut dire que je vais imaginer, vous vous rappelez très bien le point M', dans ce cas-là, vous avez M'. D'accord? Bien sûr, on va prendre un seul surface. J'ai fait le schéma de toutes les cas de figure, mais en général, on prend un seul dessin. D'accord? Alors, on a dit que je vais continuer ici. Voilà, jusqu'à le point M'. Et je sais que pour le parallélépipède, D2S, elle est comme ça. Donc ça veut dire que ça va être perpendiculaire au champ. Voilà. Ici, je peux continuer de cette façon-là. D'accord? C'est comme la forme d'une pyramide. Non, c'est pas une pyramide. Mais bon, une forme triangulaire. Et sur les surfaces, je sais que le champ est perpendiculaire. Enfin, des surfaces. Ça va rester seulement cette surface-là, en bas.
Pareil, si je prends le rectangle, je vais faire la même façon. D'accord? Donc vous avez plusieurs possibilités de choix de la surface de Gauss. D'accord? Alors, on va dire que ça va être la surface de Gauss, que ce soit le cylindre ou la surface qui est en vert, c'est la surface de Gauss. Et on va calculer le flux. On sait que la surface le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, la première étape à faire, c'est calculer le flux. Voilà, calculer le flux. Oui. On va décortiquer le flux. On va le décortiquer sur l'ensemble des surfaces. Si je prends le cylindre, par exemple, si je prends le cylindre, je vais dire que le cylindre ici, le cylindre, il se compose, la surface de Gauss dans ce cas-là, c'est la surface de base 1, union à la surface de base 2, union à la surface de base 3. D'accord? Pardon, surface de base 1, surface de base 2, surface latérale ici. Union à la surface latérale. C'est de suivre avec moi car l'après-midi. Donc ici, surface latérale. D'accord? Donc surface latérale. Voilà. Si je prends la surface non, parallélépipède, donc parallélépipède, que ce soit parallélépipède ou la parallélépipède, je vais prendre la surface de base 1, union la surface de base 2, je vais les appeler surface de base, ou là vous pouvez les appeler S1, S2, je vais vous montrer ça sur le dessin. Plus cette surface-là, S3, S4, S5 et 6. Union S3, S4, S5, S6. D'accord? Union les trois surfaces, les quatre autres surfaces. D'accord? Et après, je dois calculer le flux sur l'ensemble des surfaces. Alors, c'est quoi la surface que vous voulez qu'on choisisse? Cylindre? D'accord. Alors, vous allez voir qu'on va suivre la même démarche. Le calcul de flux, donc E d de S est égal sur la surface de Gauss. Je vais décortiquer cette surface-là. Donc, le flux à travers la surface de base 1 de E d de S plus donc le champ suivant surface de base 2 de E d de S plus le champ à travers les surfaces latérales de E d de S. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, sur la surface latérale, le champ est perpendiculaire. Sur la surface latérale. Ici, égal à 0. Parce que le champ est perpendiculaire à D2S. On a dit qu'au niveau de la surface latérale, c'est nul. Si on a pris le parallélépipède de cette forme-là, sur les autres surfaces, on va dire la même chose. On va dire qu'il est perpendiculaire, donc le champ il est nul. Ce qui va rester, dans tous les cas, il va rester seulement surface de base 1 et surface de base 2. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il faut faire attention ici. Sur la surface de base 1, si je suppose que ça, c'est la surface de base 1. C'est-à-dire la surface de base 1, par exemple. Comment est le champ? À quoi est égal? C'est le champ du point M. Donc c'est EZ. Donc l'intégrale de E hein, de E de Z. D'accord? Alors ici, le champ donc EZ suivant EZ. D'accord?
Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé le champ E en un point ici M. D'accord? Alors maintenant, D2S et les suivants, EZ. D'accord? Donc ça veut dire que D2S, c'est D2S suivant EZ. Alors on sait si je prends le cylindre, je vais le tracer ici. Je sais que D2S, comment elle est comme ça. Donc, au niveau de la surface de base 1, elle est vers le haut. Au niveau de la surface de bas, elle est vers le bas. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, ça va être plus. Alors, plus. Alors, bien sûr, ici, là, on va intégrer sur SB1. Plus double intégrale sur SB2. D'accord? SB2, j'ai pas bien écrit SB2, mais c'est pas grave. Bon. Maintenant, c'est quoi? Alors, on va l'écrire doucement. C'est E de moins Z. D'accord? E de moins Z suivant EZ. D'accord? Car la forme des champs, c'est E de Z suivant EZ. Donc, je vais remplacer Z par moins Z. Maintenant, D de S, c'est D de S suivant moins EZ. Clair? Car on a dit que D de S ici, elle est suivant moins EZ. Clair? Moins Z. C'est clair? Alors, le champ ici, c'est moins EZ. D'accord? Au D de S, donc c'est moins. Donc ça veut dire que ça, si je prends seulement un de la partie, égal à quoi? Égal à moins E de Z suivant EZ. Donc, bon, EZ scalaire EZ, ça va disparaître. Donc, fois moins D de S. D'accord? Donc, le moins avec le moins, ça va nous donner EZ T de S. Donc, ça va être E de Z T de S. J'obtiens quoi? J'obtiens la même chose. Ici, c'est quoi? Ici, c'est E de Z D de S. EZ D de S. Directement. Car le scalaire E de Z avec E de Z, c'est 1. D'accord? C'est E de Z D de S. C'est clair? Donc, ça veut dire que ça va être égal à quoi? Voilà, donc ça veut dire que maintenant le flux qu'on est en train de chercher, le flux est égal. Le E de Z, il est constant sur la surface, n'est-ce pas? Parce que le Z, il est constant. Je peux le faire sortir. Donc ça va être égal à 2 fois E de Z, l'intégrale de D de S sur la surface de base. La surface de base 1 ou la 2, ils ont la même surface. C'est la même surface. Donc l'intégrale sur la surface de base, c'est quoi? Pi r au carré. Directement. La surface du disque, c'est PRK. D'accord? Vous pouvez prendre d de s est égal à r, d de r, d de θ, intégrer le r de 0 à augmentaire et le θ de 0 à pi. Vous allez trouver PRK. Maintenant, on a trouvé l'expression de flux. C'est clair? C'est-à-dire quoi? Donc ça va être égal à quoi? Voilà, donc le flux est égal à 2 E de Z pi R au carré. D'accord? Le R, bien sûr, c'est le rayon du cylindre. Quand vous allez écrire le cylindre, vous allez dire que c'est un cylindre d'axe parallèle à OZ et de hauteur 2Z, H qui est égal à 2Z. Car le cylindre va passer par le point M, le sens symétrique M'. La hauteur, c'est 2Z. D'accord? Et le rayon, c'est grand R. Donc, on sait que le flux est égal
Q intérieur sur epsilon 0. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, E de Z égale à Q intérieur. Intérieur sur 2, voilà, 2 pi epsilon 0. D'accord? Donc, c'est ça l'expression du champ. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Calcul de Q intérieur. Il nous reste maintenant le calcul de Q intérieur. Alors, à votre avis, c'est quoi le Q intérieur? Le Q intérieur, je vais imaginer les charges qui sont à l'intérieur du cylindre. Toujours, on pense à quoi? Q intérieur, vous pensez toujours à l'intersection entre la surface de Gauss, le volume de Gauss, surtout le volume de Gauss, et la distribution. L'intersection ici, c'est quoi? C'est ce disque-là. Le plan là, il est infini. Donc ça veut dire que c'est ces charges-là qui sont à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire si je prends le cas du cylindre, de Gauss. Alors ici, on a dit que l'intersection avec la distribution, c'est ça. C'est l'intersection avec la distribution. Bien sûr, le point M, il est là. Le point M. Ici, le point M'. D'accord? Point M et le point M'. Donc, le Q intérieur, quelles sont les charges qui sont à l'intérieur? Donc, les charges qui sont, bien sûr, qui appartiennent à la surface de la distribution. Notre distribution, c'est la nappe. Cette nappe-là, elle est chargée. Et l'intersection avec le cylindre de Gauss, c'est seulement ce disque-là. Ça veut dire que les charges, ils sont seulement faites avec le disque. Vous avez le plan ici, infini. Le cylindre, l'intersection seulement avec la nappe. C'est là où il y a les charges. Donc, Q intérieur, puisqu'on a une distribution surfacique toujours, Q intérieur, c'est l'intégrale, donc Q intérieur, l'intégrale de d de Q toujours. Donc, je dois faire l'intégrale de d de Q. Donc, j'exprime d de Q ici, puisque j'ai une distribution surfacique, donc c'est sigma d de S. Puisque je parle de d de S, donc c'est double intégral. D'accord? Double intégral sur quoi? Sur la surface d'intersection entre la distribution et le volume de Gauss. هذه هي SI. La surface d'intersection. Seulement les charges qui sont contenues par l'intersection. Seulement les charges qui sont à l'intérieur du cylindre de Gauss. Quel plan? L'intersection, surface d'intersection entre le volume de Gauss et la distribution. Oui, bien sûr, si vous prenez le cas d'un parallélépipède, l'intersection, ça va être un carré. L'autre, ça va être un triangle. L'autre, ça va être un rectangle. D'accord? Et bien sûr, quand je vais intégrer, le sigma il est uniforme, donc ça va être sigma, l'intégrale sur cette surface-là, de 2S. C'est-à-dire la surface de cette surface-là, c'est sigma. Dans ce cas-là, c'est pi r carré. N'est-ce pas? C'est ça qui va simplifier le R. Si je prends le carré, vous allez dire que le carré est là, le côté مثلا A. Donc vous allez faire ici, vous allez trouver, au lieu de PR carré, vous allez trouver A carré. Et sur le Q intérieur, on va faire sigma fois A carré. Si vous prenez triangle, ici ça va être la surface du triangle. Et Q intérieur, sigma fois la surface du triangle. D'accord? Si vous prenez un rectangle, la même chose. D'accord? L'essentiel, c'est cette surface-là qui va se simplifier. D'accord? Donc, on va remplacer E de Z égale Q intérieur, sigma pi R au carré sur 2 pi epsilon 0
R au carré. Vous voyez que le PR carré ici, il va se simplifier avec le PR carré ici. Vous voyez? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle forme, alors la surface d'intersection, ça va être la même chose que la surface de base, et ça va se simplifier. D'accord? C'est pour cela que toujours, quand vous faites le calcul, il ne faut pas trouver les dimensions que vous avez fait pour le dessin de Gauss, pour la surface de Gauss. D'accord? Donc finalement, on va obtenir quoi? E de Z sigma sur 2 epsilon 0. Vous voyez? Sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Voilà, maintenant tracez le graphe de la fonction. Bon, ça on l'a expliqué pour, vous voyez, c'est pour Z positif. Donc puisque la fonction elle est impaire, si le Z est négatif, on sait que E de Z, voilà, ça va être, donc ça va être moins sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Tracer le graphe de la fonction E de Z. Tracer le graphe de la fonction E de Z. On va tracer le graphe, c'est pas compliqué. Alors, hein? Comment? Oui, c'est une fonction constante. Quatrièmement, alors, on va toujours prendre le cas de Z dans l'espace ici. Le Z, ce qu'on a ici, c'est si le Z positif, si le Z négatif. Si Z positif, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Si c'est négatif, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ça va être comme ça. Discuter le champ en surface, Z égale à 0. Et le DS continue, très bien, oui. Donc, le champ est discontinu en surface. Champ discontinu en surface. Pourquoi? Voilà, parce que la surface ici, c'est le Z égale à 0. Donc, le champ au niveau de 0 moins, il est différent du champ au niveau de 0 plus. C'est-à-dire du Z, si Z égale. Z égale à 0 moins, le champ au niveau de Z égale à 0 plus, c'est pas le même champ. Et c'est la surface ici, je m'approche à la surface. D'accord? Si je suis dans le Z positif et je suis proche à la surface, le champ est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Si je suis au niveau de Z négatif, le champ est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. On peut vous demander par exemple de vérifier la relation de passage. Nous avons fait déjà un exercice et vous allez prendre deux milieux. Milieu 1, milieu 2, donc il faire E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 fois N1,2. D'accord? Si vous prenez par exemple ici, si on dit que, voilà, à dire la surface de distribution, c'est ça la distribution. Donc le Z positif, voilà, donc maintenant, par exemple, ça, on va l'appeler milieu 2 ou le milieu 1, c'est la même chose. Et le Z négatif, c'est milieu 1. D'accord? La relation de passage, E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0, N12. D'accord? Le N12, c'est la normale à la surface est orientée de 1 vers 2. N'est-ce pas? Donc le N12, c'est le vecteur unitaire et orienté de 1 vers 2. Dans ce cas-là, N12, c'est quoi? C'est quoi le vecteur N12 à votre avis? EZ, très bien, c'est EZ. D'accord? Donc N12, c'est EZ. Donc si je prends E2 moins E1, le milieu 2, c'est pour le Z positif, n'est-ce pas? Le Z positif, c'est quoi?
C'est sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Donc sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Moins, donc plus sigma sur 2 epsilon 0 EZ. C'est sigma sur epsilon 0 EZ. Elle est vérifiée. EZ c'est N1, donc est égal, il peut continuer ici, c'est sigma sur epsilon 0 N1. EZ تساوي N1. D'accord? Donc maintenant la relation de passage il est vérifiée. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour l'exercice? Alors, il nous reste l'exercice 6, je crois. Oui, 6 et 7. Bon. Vous voulez qu'on continue sur l'exercice suivant? On fait le 6. Donc ici, alors vous voyez, c'est la même chose que l'exercice qu'on vient de faire, mais ici, la distribution, c'est une couche plane. D'accord? C'est une couche plane. C'est quoi une couche plane? On considère une couche plane infinie, elle a une épaisseur. C'est volumique, très bien. C'est volumique. Donc, notre distribution maintenant, c'est un plan qui est infini, mais avec une couche. Ça veut dire un plan qui a une couche, c'est une couche infinie, qui a une épaisseur. J'ai une formule qui est en densité, épaisseur E. Ça veut dire que ça, c'est E, n'est-ce pas? Bien sûr, on va supposer que X, Y, Z, la densité volumique ρ, uniforme, uniformément chargé uniformément. Donc ça veut dire que ρ, il est uniforme. En appliquant les règles de symétrie d'invariance de la forme du champ électrique créée par la nappe, la même chose que nous avons fait pour l'exercice 5, on a la nappe, elle est infinie, donc on a une invariance suivante. Invariance suivant. Donc il est infini, donc on a une invariance suivante. Si je suppose que ça c'est X, ça c'est X par exemple, et ça c'est Y, et ça c'est le Z. Dans quelle direction j'ai l'invariance? X, Y, la nappe elle est infinie au niveau de X, Y. Donc la forme du champ dépend de Z. Ça va être E de Z sur Z. De la même façon que nous avons fait pour l'exercice 5. D'accord? On va prendre chaque plan qui passe par le point M. Chaque plan qui passe par le point M qui est perpendiculaire à cette couche est un plan de symétrie. D'accord? Même raisonnement. Ici, l'élément qu'on va prendre, c'est un élément de volume. D'accord? C'est-à-dire, si je dis maintenant un deux plans. Par exemple, ce plan-là. M, c'est pas O. M, X, Z par exemple. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Un appelé infini, il est perpendiculaire. C'est un plan de symétrie. Si je prends un élément D de Q ici, donc c'est un élément de volume ρ D de V. C'est le point P ici, P'. J'ai le point P ici. Avec le point P', c'est la symétrie du point P. Ils ont la même quantité de charge. Bien sûr, un appelé infini, alors l'élément qui contient le point P, elle appartient à la distribution. D'accord? C'est clair? Pour le même raisonnement, on va montrer que le champ il est suivant EZ. Comparer E de Z, E de moins Z. La même chose, mais c'est quoi le plan qu'on va prendre ici? X ou Y, très bien. X ou Y, c'est pas le plan de la nappe de ce cas-là. C'est un plan qui coupe la couche en deux. La couche plane infinie, X ou Y. Oui. Comment? Quel plan? X ou Y. C'est un plan de symétrie. Pourquoi?
est un plan de symétrie parce on a dit que le plan médian c'est x ou y. Il est situé, au milieu. Ça veut dire que le point O, pardon, le point O ici, faites attention, le point O là, il est là. C'est-à-dire, je répète ici, j'ai le Z comme ça, j'ai le Y comme ça, et j'ai le X sortant. Normalement, la couche c'est ça. Donc, elle a une épaisseur E et le plan, le repère OXY, surtout le plan OXY, il est au milieu. C'est un plan médian. Donc le plan qui passe par la moitié de la nappe, c'est un plan de symétrie. Par exemple, avec la couchette. Si je prends ce plan-là, qui passe au milieu, c'est un plan qui coupe la nappe en deux, donc c'est un plan de symétrie. Donc puisque c'est un plan de symétrie, bien sûr, on sait très bien que le champ pour les points qui appartiennent à ce plan, ils sont contenus dans ce plan. Mais nous, on va l'utiliser pour la symétrie. D'accord? Voilà, donc c'est un plan symétrique, donc on va déduire finalement que de la même façon que l'exercice précédent, on va déduire que E de moins Z est égal à moins E de Z. Voilà. Maintenant l'expression de E de Z, le choix de cylindre de Gauss, de surface de Gauss. C'est la même chose. Vous choisissez cylindre, vous choisissez parallélépipède, d'accord, ce que vous voulez. D'accord? Donc, de même que l'exercice précédent, Qn, c'est ça qu'il va y avoir un problème au niveau de Qn. Qn, oui. C'est Qn, c'est là où il va y avoir. Donc, on va trouver que E de Z égale, ce qu'on a trouvé, Q intérieur sur 2 pi epsilon 0 R carré. C'est ça? Q intérieur sur. Voilà, maintenant le Q intérieur. Voilà, très bien. On va distinguer deux cas. Lesquels? Oui. C'est ça. Donc on va traiter le cas déjà de Z positif parce que le Z négatif, on sait que le champ il est impair. Maintenant, le point M, s'il est situé à l'extérieur de la nappe, c'est pas que le cas de le M à l'intérieur de la nappe. D'accord? Il se peut que le point M soit ici, par exemple. Alors, si on suppose que le point M est là, la quantité de charge qui est à l'intérieur du cylindre, le Gauss, c'est pas la même chose. D'accord? Si je prends le cas où M à l'extérieur, on va prendre ce cylindre-là, vers le point symétrique. D'accord? Par contre, ici, le cylindre de Gauss, ça va être ce point-là et le point symétrique qui va s'arrêter selon ici. Oui? Ça veut dire ici, il y a seulement une partie qui est incluse, des charges qui est incluse dans la surface de Gauss, ou le volume de Gauss. Par contre, ici, quel que soit M à l'extérieur, on a la même quantité de charge, c'est l'intersection avec la distribution, c'est un cylindre. Un cylindre de hauteur E. Voilà. Donc, on va distinguer deux cas. Les cas qu'on va distinguer, c'est que le Z, bien sûr, il est supérieur à 0 et inférieur à E sur 2. Ici, c'est E. C'est quoi E sur 2? C'est ça. D'accord? La moitié. E sur 2. Hein?
Comment? Parce qu'on raisonne par rapport à Z. Le Z, il est à cette distance-là, d'accord? Il est la moitié. Donc, si Z il est entre 0 et E sur 2, dans ce cas-là, non, on a une distribution volumique ici. Q intérieur déjà, on va faire l'intégrale de D de Q. C'est quoi D de Q? C'est ρ D de V. Donc c'est triple intégrale. Donc c'est un volume de ρ D de V. Donc ρ uniforme c'est ρ l'intégrale de D de V. Donc ρ D de V. Maintenant quel volume? C'est le volume qui contient les charges. D'accord? C'est le volume du cylindre. Hein? Le cylindre il a quelle hauteur? 2Z. Voilà. Le cylindre il a une hauteur de Z. Ce cylindre-là, le cylindre-là, la hauteur de c'est 2Z. D'accord? Clair? 2Z. Alors, si le point M il est à l'intérieur, ou bien il est à l'extérieur, c'est la même hauteur du cylindre. De Gauss. D'accord? Mais on va voir l'intersection pour l'autre cas, c'est pas la même chose. Donc, puisque le point M est à l'intérieur, il est à l'intérieur de la distribution de charge, donc il contient, tout le cylindre de Gauss, il contient les charges. Parce qu'il est à l'intérieur de la distribution. C'est clair? Donc le volume de... On va prendre le volume de Gauss dans ce cas. D'accord? Donc ça va être quoi? Rho. Rho fois le volume. Le volume c'est pi r carré fois la hauteur de Z. N'est-ce pas? Pi r carré, la surface de base, fois 2Z. N'est-ce pas? Pi r carré, la surface de base, fois 2Z. D'accord? Voilà. Ça c'est... Hein? Le volume c'est la surface fois la hauteur. Et la surface c'est le périmètre fois la hauteur. D'accord? Si vous avez un problème au niveau de volume, vous pouvez le refaire. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un élément de volume, d de V, au niveau du coordonnées cylindrique, est égal à R, d de R, d de θ, d de Z. D'accord? Vous allez intégrer sur d de V, intégrer le R, l'intégrale de R, d de R entre 0 et R, fois l'intégrale de d de θ entre 0 et 2π, l'intégrale de d de Z entre 0 et H par exemple. Dans ce cas-là, c'est entre moins Z et Z. D'accord? Donc vous allez trouver que ici c'est R carré sur 2 fois 2π, c'est PR carré, donc c'est PR carré H. Donc la hauteur, le cylindre, c'est PR carré fois H. D'accord? Voilà, donc une fois on déduit le Q intérieur, je vais le remplacer ici. J'obtiens que E de Z égale. Le PR carré va se simplifier, le 2 aussi, donc ça va être ρ fois Z sur epsilon 0. D'accord? Rho Z sur epsilon 0. D'accord? Ça c'est pour le cas de... Voilà. D'accord? C'est ça. Maintenant, si Z supérieur à E sur 2, ça veut dire quoi E sur 2? Ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Le point M, il est à l'extérieur de la nappe. Quel que soit le point M à l'extérieur, le Q intérieur, c'est fixe. D'accord? C'est un cylindre. C'est pas dit. Cylindre de hauteur E. Voilà. D'accord? Ça veut dire on est dans ce cas-là. Ça veut dire l'intersection, c'est ce cylindre-là. Qui a la hauteur E. Et il y a l'épaisseur. Donc quand je vais intégrer donc Q intérieur ici, je
Je vais intégrer sur le volume de l'intersection. Ça veut dire que dans ce cas-là, je vais trouver que Q intérieur égale à quoi? Rho pi r au carré fois E. Fois E la hauteur de ce cylindre-là. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Dans le cas où le M est à l'intérieur, le volume du cylindre il dépend de Z. Pourquoi? Parce que, imaginez que c'est ça la lame. D'accord? Alors, imaginez que c'est ça le cylindre. Le cylindre de Gauss. D'accord? Le cylindre de Gauss, il est à l'intérieur de la lame. Si le point M qui est sur la surface de base ici diminue par exemple, je vais diminuer donc au niveau du volume d'intersection. Ça veut dire que le Q intérieur dépend de Z dans ce cas-là. Mais une fois le M il est à l'extérieur, n'importe quelle façon que vous variez le M à l'extérieur, toujours il a la même intersection. D'accord? Toujours il a la même intersection dans le cas où le M est à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est pour cela qu'on a un volume qui est, ou la Q intérieure qui est constante. Il ne dépend pas de Z ici. Il ne dépend pas de la position du point M. D'accord? Et ensuite, donc, on va remplacer. On va obtenir quoi? On va obtenir que E de Z. Donc, Q intérieur, c'est ρ PR carré. Je vais simplifier avec PR carré. Ça va rester ρ fois E, sur 2 epsilon 0. Ρ fois 2 epsilon 0. D'accord? Donc, comme ça, on obtient l'expression de E de Z. Maintenant, on vous demande de tracer le graphe. Tracer le graphe de la fonction. Donc, la fonction, elle est impaire. On va commencer, nous, déjà par la partie de Z positif. Alors, pour la partie de Z positif, on a dit qu'on va distinguer deux cas. Si le Z, elle est supérieur à E sur 2, ou bien il est inférieur à E sur 2. Alors, bien sûr, si je prends le cas où le Z égale à E sur 2, ici, j'obtiens quoi? Si je remplace Z par E sur 2, j'obtiens ρ E sur 2 epsilon 0. Et ici, puisqu'il est constant, c'est ρ E sur 2 epsilon 0. Qu'est-ce que je remarque? La continuité. Alors, puisque la distribution est volumique, alors automatiquement, vous devez trouver le champ continu. Dès le départ, si la distribution elle est continue, ça veut dire au niveau de la surface, on doit trouver les mêmes valeurs. Ça veut dire, une fois que je remplace Z par E sur 2, je dois trouver ρ E sur 2 epsilon 0. Dans les deux cas. Dans les deux cas, je dois trouver la même valeur. Parce que le champ, il est continu sur la surface. D'accord? Donc, pour le cas inférieur, c'est ρ sur 2 epsilon 0 fois Z, ça veut dire que c'est une droite, d'accord, qui passe par l'origine ici. Et pour Z supérieur à E sur 2, on a dit qu'il est égal à ρ E sur 2 epsilon 0, ça veut dire qu'il est constante comme ça. D'accord? Alors, puisque la fonction elle est impaire, donc on va prendre ici, ça va être moins E sur 2 epsilon 0. Ici, ça va être moins E sur 2. Et ça va continuer comme ça, une droite. Et voilà. Donc c'est ça la courbe voilà, du champ. Ici c'est E de Z. Discuter le champ en surface. Le champ en surface c'est au niveau de Z égale à E sur 2. Quand on vous dit discuter le champ en surface, c'est au niveau de la surface de la distribution. La distribution ici, on a dit, c'est une couche d'épaisseur E qui est infinie. Imaginez cette couche-là, infinie, d'accord? Quand je dis la surface, je parle à ce niveau-là. Cette surface-là est la surface ici, en bas. D'accord? Que ce soit le Z égale à E sur 2,
ou bien le z est égal à moins e sur 2. C'est ça la surface. Imaginez que vous avez donc une nappe infinie. Donc, imaginez la nappe, vous savez, infinie la nappe. Donc, si je prends le sol, la surface, donc, qui est située en haut, et la surface qui est située en bas. D'accord? C'est ça la surface. Discuter le champ en surface, c'est-à-dire que, quand on vous dit discuter, ça veut dire comment il est le champ. En surface, ça veut dire on a un point inférieur à la surface et on a un point supérieur à la surface. En haut de la surface et en bas de la surface. On remarque ici quoi? Que le champ il est continu. Donc ici, le champ est continu. Donc champ continu en surface. Pourquoi le champ il est continu en surface? Parce que ici, je remarque que le champ pour z est égal à e sur 2 moins égal au champ pour z égal à e sur 2 plus. Et le champ pour z égal à moins e sur 2 moins égal au champ pour z égal à moins e sur 2 plus. C'est ça la surface. La surface c'est ici. Le z est égal à e sur 2 et en bas moins e sur 2. Donc on remarque que le champ il est continu. Et en général, quand on a une distribution volumique, le champ il est continu en surface.